Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. La conférence du cœur de l'Asie s'est ouverte à Islamabad en présence notamment des représentants de l'Inde, de l'Afghanistan et de la Chine. Les avions de combat turcs ont effectué une nouvelle série de frappes aériennes nocturnes contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. Les pays de l'Union européenne ont convenu d'appuyer de nouvelles lois visant à stopper les canaux de financement du terrorisme. 3 jours avant la date butoir des négociations, le groupe Basic a encouragé toutes les parties à faire preuve de flexibilité en vue d'obtenir un résultat fort à Paris. Et la deuxième conférence mondiale de l'Internet se tient du 16 au 18 décembre dans la ville de Wuzhen en Chine. Et à la une de l'actualité, la conférence du cœur de l'Asie s'est ouverte à Islamabad, la capitale pakistanaise, en présence notamment des représentants de l'Inde, de l'Afghanistan et de la Chine. Le thème de ces conférences, co-organisées par le Pakistan et l'Afghanistan, est l'amélioration de la coopération dans la lutte contre les menaces sécuritaires et la promotion de la connectivité dans la région du cœur de l'Asie. Les dirigeants afghans et pakistanais ont adopté des positions fermes sur l'avenir des relations afghanes. Cette réunion survient plusieurs mois après des négociations sans résultat entre le gouvernement afghan et les talibans. Ashraf Ghani a accusé les groupes terroristes régionaux et internationaux d'être responsables des violences en Afghanistan. Quels sont les réseaux qui permettent à ces gens dévoués à la violence plutôt qu'au dialogue politique de continuer? Comment y faire face? Nous avons besoin de coopération régionale afin de lutter contre ce phénomène. Les États-Unis ont appelé le Pakistan à user de son influence sur les talibans afghans pour faire avancer la réconciliation afghane. Mais par le passé, le gouvernement afghan avait accusé le Pakistan de soutenir les talibans pour maintenir son influence en Afghanistan, ce que bien évidemment le Pakistan nie. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a souligné son engagement envers un processus de réconciliation dirigé par l'Afghanistan, ce qui suggérerait que les négociations entre le gouvernement afghan et les talibans soient accueillies par le Pakistan. Nawaz Sharif a également parlé de l'objectif du Pakistan de rapatrier 2 millions de réfugiés afghans, dont certains sont présents au Pakistan depuis plusieurs décennies. Car les mouvements transfrontaliers de réfugiés constituent un risque sécuritaire non négligeable. Près de 37 civils ont été tués, 35 personnes ont été blessées suite à un attentat commis par des activistes talibans dans l'aéroport Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Le ministre afghan de la Défense a déclaré que 9 insurgés ont été tués et un autre a été blessé. Un survivant continue cependant de résister aux forces de sécurité. Selon les représentants, les combattants ont attaqué une zone près du périmètre d'un énorme complexe fortifié mardi soir. Les activistes ont pris position dans une école d'une zone résidentielle du site qui abrite un aéroport civil et une base militaire. Les avions de combat turcs ont effectué une nouvelle série de frappes aériennes nocturnes contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. L'armée turque a déclaré mercredi que les frappes avaient détruit des cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan dans plusieurs régions, incluant son principal fief dans la montagne Kandil. Ces frappes surviennent en pleine querelle sur le déploiement de troupes turques dans le nord de l'Irak. Ankara a annoncé mardi avoir stoppé le déploiement de troupes supplémentaires près de Mossoul, mais a refusé de respecter le délai de 48 heures imposé par l'Irak pour retirer les soldats déjà basés dans le nord. Après le délai passé mardi soir, le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi s'est exprimé en déclarant que l'OTAN devait utiliser son autorité pour conseiller à la Turquie de retirer ses soldats. Al-Abadi a ajouté qu'il avait parlé avec le secrétaire général de l'OTAN par téléphone. Il a dénoncé le déploiement comme étant une violation de la souveraineté de l'Irak. L'envoyé des États-Unis pour la coalition mondiale lui a déclaré mercredi que la décision de la Turquie ne faisait pas partie des efforts de la coalition contre l'organisation État islamique.
Tout d'abord, cet effort turc ne fait pas partie de l'effort de la coalition avec l'Irak. Donc la Turquie est membre de la coalition, mais tous les pays, tous les membres de la coalition font également des choses qu'ils perçoivent comme dans leurs intérêts. Cela ne fait pas partie du cadre de travail de la coalition. Il est donc important que ce déploiement particulier de la Turquie n'est pas de la coalition. Le déploiement des soldats turcs devrait également dominer une visite de travail à Ankara du président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani. Il est arrivé mercredi en Turquie et doit tenir des pourparlers avec le président turc, Tayyip Erdogan, et le Premier ministre, Ahmed Davutoglu, durant sa visite de 2 jours. L'enquête sur les attentats de Paris du 13 novembre avance. Un troisième homme ayant participé à l'attaque contre le Bataclan a été identifié. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans, originaire de Strasbourg, qui s'était rendu en Syrie en compagnie d'un autre groupe de jeunes fin 2013. Selon une source judiciaire française, cet homme mort au cours de l'assaut s'appellerait Foued Mohammad Agad. Le Premier ministre français Manuel Valls a confirmé son identification. La prise d'otages et la fusillade au Bataclan ont fait partie des attaques coordonnées à Paris qui ont fait 130 morts. Les 2 autres assaillants du Bataclan se nomment Samir Amimour, 28 ans, et Ismaël Omar Mostefaï, 29 ans, tous 2 originaires de Paris. Et les pays de l'Union européenne ont convenu d'appuyer de nouvelles lois visant à stopper les canaux du financement du terrorisme. Tout de suite, plus de détails. L'Union européenne a soutenu les propositions visant à empêcher le financement des terroristes au lendemain des attaques de Paris. L'accord inclut la rationalisation de la coopération transfrontalière en matière d'enquête financière, mais aussi le renforcement du contrôle des transactions douteuses et le gel rapide des avoirs de personnes suspectées de participer à l'extrémisme violent. Les récentes et terribles attaques terroristes survenues à Paris nous ont de nouveau rappelé le besoin d'agir sur tous les fronts pour empêcher de futures atrocités. Les ministres ont convenu de travailler ensemble pour lutter contre le financement du terrorisme et qu'il s'agit là d'une priorité immédiate. Et la nouvelle législation a été proposée par la France. Tous les pays d'Europe doivent mettre en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour lutter contre au moins la part financière de cette menace. Et ce ne sera pas une bataille facile. La relative facilité pour déplacer des fonds au sein des frontières de l'Union européenne et le développement des cartes prépayées et des devises Internet, telles que le Bitcoin, rendent extrêmement difficile pour les régulateurs de tracer les flux financiers ou de bloquer les transactions suspectes. La Commission européenne va développer la nouvelle législation au cours des prochaines semaines et qui pourrait inclure un fichier centralisé des comptes bancaires de l'Union européenne auquel la police pourra accéder lorsqu'elle traque des terroristes. Et cela pourrait en retour paver la voie à un système similaire concernant les transactions bancaires internationales dans le cadre d'un programme de recherche mis en place par les États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre. L'accord intervient un jour après un accord préliminaire visant à défendre les secteurs clés de l'Union européenne que sont l'énergie, la banque, les transports, la santé ainsi que la cybercriminalité. Et les appels du candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump, en vue d'interdire l'entrée du territoire aux musulmans, a suscité des cris d'alarme et d'indignation aux États-Unis et dans le monde entier. Le candidat en tête chez les républicains, Donald Trump, a été largement critiqué aux États-Unis pour son dernier plan d'immigration proposé. Donald J. Trump appelle à une fermeture totale et complète de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que nos représentants puissent savoir exactement ce qu'il se passe. Sa proposition intervient après la tuerie de masse survenue à San Bernardino où 14 personnes ont été tuées. Le groupe État islamique a publié une déclaration affirmant que la fusillade avait été menée par 2 partisans du groupe extrémiste. C'est une idée sans honte, mais aussi dangereuse. À un moment où l'Amérique doit tout faire pour mener le combat et vaincre le groupe État islamique et d'autres radicaux djihadistes, Donald Trump fait totalement leur jeu. Et pas un seul politicien républicain n'est intervenu pour soutenir l'appel de Donald Trump. Mais M. Trump a choisi d'ignorer cela. Et alors qu'il continuait de défendre sa proposition, le Pentagone en a eu plus qu'assez. Il a précisé que dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont besoin de l'aide du monde musulman.
Nous sommes, comme je l'ai mentionné, en coopération de travail avec les nations musulmanes à l'heure actuelle. Nous voulons essentiellement combattre le groupe État islamique avec l'aide des musulmans et des autres dans le monde entier. Et si quelqu'un venait à défier cela, nous pensons que cela serait contre-productif à notre sécurité nationale. Des critiques ont fusé hors des États-Unis de la part de dirigeants internationaux, tout comme de la population musulmane du monde entier. 3 jours avant la date butoir des négociations, le groupe basique des économies émergentes, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine, a encouragé toutes les parties à faire preuve de flexibilité en vue d'obtenir un résultat fort à Paris. Les ministres des 4 plus grands pays en voie de développement ont aussi appelé les nations industrialisées à fournir des engagements financiers sur le climat bien plus ambitieux. Reportage. L'horloge tourne, mais l'optimisme est toujours présent. J'estime qu'avec le dur labeur de chacun, nous serons capables d'atteindre un accord global, équilibré, fort, contraignant juridiquement et qui ne laisse aucun pays à l'écart. L'un des points qui accroche est le financement des pays pauvres et en voie de développement pour faire face au changement climatique. Les délégués présents pour parler à Paris déclarent que les pays développés ont mobilisé de 80 à 90 milliards de dollars par an pour aider les plus pauvres à survivre dans un monde en réchauffement. Mais les pays émergents contestent ces chiffres. Tant qu'il s'agit du financement, l'action du monde en développement dépend en grande majorité du financement et de l'appui technologique du monde développé. Parce qu'ils ont et que le monde en développement n'a pas. Donc ceux qui ont doivent approvisionner ceux qui n'ont pas. C'est une simple logique. Mais en fait, le monde s'attendait à mobiliser 100 milliards de dollars jusqu'en 2020, mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Et par conséquent, cela pose la question du financement. Et le ministre sud-africain de l'Environnement a déclaré que le groupe basique jouerait un rôle constructif dans les négociations. Il y a eu du bon travail de fait jusqu'à présent en coordonnant nos positions dans ce groupe. Et nous croyons que le rôle joué a été constructif et très flexible dans le même temps à l'égard des positions adoptées. Ces mots sont repris par la ministre brésilienne de l'Environnement, Isabella Teixeira. Elle a déclaré qu'à quelques heures d'un accord ambitieux et positif à Paris, ils savent qu'ils doivent tous beaucoup travailler, mais garantissent que concernant les pays basiques, cet accord de Paris sera une réalité couronnée de succès. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité en Chine. Tout d'abord, la ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, accueillera la deuxième conférence mondiale de l'Internet du 16 au 18 décembre prochain. Le président chinois Xi Jinping participera à cet événement. Il prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Les autorités provinciales et les dirigeants du bureau d'État en charge de l'information sur Internet ont publié les détails sur la conférence lors d'un point presse. Ils ont indiqué que les travaux de préparation sont désormais achevés. Le thème de l'édition de cette année est la constitution d'une communauté cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités venant de plus de 120 pays et régions du monde participeront à l'événement. Par ailleurs, une dizaine de dirigeants de plus de 20 grandes organisations internationales seront également présents. Une application spéciale ainsi qu'un système informatique en nuage ont été créés pour couvrir l'ensemble des thèmes de cette deuxième édition, dont le contenu a été significativement enrichi. À côté des cérémonies d'ouverture et de clôture, il y aura 10 forums couvrant 22 sujets les plus importants du moment, tels que la diffusion de la culture Internet, le développement de l'innovation, la coopération de l'économie digitale, les standards technologiques et la cybergouvernance. Enfin, une exposition nommée « À la lumière d'Internet » dressera le portrait complet des dernières technologies de pointe, ainsi que les dernières nouveautés du développement de la toile en Chine et dans le monde. Les fondamentaux économiques de la Chine sont peut-être encore faibles. Cela se reflète dans la baisse des prix à la sortie de l'usine et dans les chiffres moroses des exportations d'hier. Le seul élément positif est peut-être la demande intérieure, laquelle a poussé à la hausse les prix à la consommation en novembre par rapport à l'année dernière.
L'indice des prix à la consommation en Chine a légèrement augmenté en novembre. Cela s'est vu dans l'IPC qui a augmenté de 1,5% sur l'année, ce qui est un peu plus élevé que les prévisions du marché. Toutefois, les prix des producteurs ont été entraînés dans une déflation persistante. L'indice des prix des producteurs en Chine a chuté une nouvelle fois de presque 6%. C'est le 45e mois consécutif de baisse pour cet indice. Selon les analystes, cela signifie que les 6 séries d'assouplissement de Beijing n'ont pas été suffisants pour faire revenir la dynamique de croissance. La stagnation pendant plus de 3 ans de la manufacture chinoise est une autre raison de la baisse des prix à la sortie de l'usine, tout comme la concurrence féroce que se livrent les plus petites compagnies en réduisant les prix de vente en gros pour garder la tête hors de l'eau. Les prix des légumes ont augmenté en Chine au cours des derniers mois, tandis que celui du porc s'est stabilisé. Les analystes nous expliquent les variations des prix agricoles dans ce reportage. Au marché Xinfadi de Beijing, les prix des légumes ont augmenté depuis novembre et en particulier au cours du mois écoulé. Mais les vendeurs déclarent que les mauvaises conditions météo, dont la pluie, la neige, le brouillard et le smog, dans les principales zones de production de céréales du nord de la Chine, ont entraîné une réduction de la quantité de soleil disponible de près de 2/3 au cours des derniers mois. Ce changement a eu des conséquences tant sur la qualité que sur la quantité des produits de la ferme. Les prix des concombres ont augmenté à 3 reprises par rapport à leur prix de début novembre. C'est en raison du manque de soleil qui a engendré une faible production, tandis que la demande a augmenté et causé une hausse des prix. Ces conditions météo défavorables ont également affecté les transports et par conséquent les approvisionnements des marchés, mais également provoqué une hausse des prix. En contraste avec cela, les prix du porc se sont stabilisés après plusieurs mois de hausse rapide et sont revenus au niveau observé à la fin du mois de septembre. Les analystes de l'industrie déclarent attribuer cela à des réserves suffisantes. Les prix du porc sont stables, et cela parce que nous disposons de réserves plus que suffisantes. Les analystes relèvent qu'avec l'arrivée du solstice d'hiver, l'une des périodes traditionnelles clés de la Chine, les prix du porc pourraient augmenter en raison de la tradition de fabrication de saucisses de porc. L'effort de consolidation chinois s'est illustré mardi dans le secteur minier avec l'acquisition de l'équipementier China Metallurgical Group par China Minmetals. CCTV se penche sur le contenu de cet accord. Minmetals est le plus gros négociant d'acier et de métaux de base chinois avec un revenu qui l'an dernier a atteint plus de 50 milliards de dollars américains. Minmetals possède une part importante dans le groupe MMG, un groupe basé en Australie et coté à la bourse de Hong Kong et qui exploite des mines de cuivre et de zinc en Australie, en Afrique et au Laos. Le négociant chinois va racheter China Metallurgical Group Corp, connu sous l'acronyme MCC, et qui conçoit et produit des équipements pour les usines et les mines. En 2014, le revenu de MCC était de plus de 33 milliards de dollars américains. Les deux groupes ont des champs d'expertise différents. Le rachat va créer un géant minier international. Cette fusion est l'une des plus importantes qu'ait connue la Chine dans le secteur des métaux au moment où Beijing cherche à réformer les entreprises d'État opérant dans des secteurs tels que ceux de l'acier, du charbon et du pétrole. Cette fusion intervient alors que l'ensemble des groupes miniers internationaux subissent un ralentissement de la demande et ont traversé une année décevante en termes de prix des métaux. Pour le moment, les entreprises minières dominantes de la planète monopolisent les ressources et les parts de marché. Dans le même temps, étant donné les progrès continus de son urbanisation, la Chine a des besoins extrêmement importants en termes de matières premières. La fusion va permettre d'augmenter notre pouvoir sur le marché. Les entreprises d'État chinoises sont dominées par 100 conglomérats appartenant au gouvernement central, eux-mêmes supervisés par la Commission de supervision et d'administration des actifs, la SASAC. D'après un rapport des médias, on prévoit que les mesures de réorganisation réduiront le nombre des conglomérats à environ 40. La SASAC a annoncé la fusion des deux groupes chinois, mais n'a pas donné de détails supplémentaires sur la transaction. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.